Super. Fait que merci beaucoup d'être là. Fait que je vous présente Marie-Ève Lessine, pour celles qui ne la connaissent pas. Moi, j'ai connu Marie-Ève sur les réseaux sociaux. C'est connu par Facebook, par l'entremise de filles qui on publiait, on échangeait, puis là, on a un groupe de co-développement ensemble. Donc, on apprend à se connaître de plus en plus. Hey, Marie-Josée Guérin! Salut! Wow! Bienvenue! Surprise! Alors, Ben, je n'allais pas manquer Marie-Ève quand même. Ah! Tania m'a parlé de toi cette semaine, Marie-Ève. Ah oui! Oui. Fait que c'est ça, j'étais en train de dire que je connaissais Marie-Ève du web, qu'on a un groupe ensemble de co-développement, qu'on apprend de plus en plus à se connaître. Puis moi, je trouvais vraiment une fille avec une belle énergie, qui me ressemble un peu sur certains points, dans le sens que elle aussi, ça l'énerve quand on se fait dire qu'on devrait être saine parce qu'on fait de la méditation et du yoga, tu sais. On est des humains avant tout. Donc, ça nous arrive que ce soit pas le cas. Donc, je voudrais que tu te présentes ton parcours, parce que c'est un parcours un peu comme le mien, là, atypique. Là, fait que j'aimerais ça que tu te présentes, tes spécialités, puis d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce que tu fais en ce moment? OK. En fait, moi, ma formation de base, c'est que j'ai toujours rêvé d'être psychologue, mais mes parents ne voulaient pas. Ils m'ont dit, tu fais un truc sérieux avant, et il fallait que je fasse une école de commerce pour apprendre une business school, pour apprendre à gérer une entreprise. Parce que pour eux, dans la vie, c'est ça. Si tu sais gérer une entreprise, tu peux faire n'importe quoi. Ma sœur, ça a été pareil. Donc, j'ai fait mon école de commerce, tout comme ma sœur qui a fait son école de commerce. Et j'ai travaillé quand même, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé en management pendant 10 ans dans une chaire de recherche, un laboratoire de recherche qui s'intéressait au stress au travail, mais d'un point de vue organisationnel. C'est se dire que tu prends un individu sain, tu le mets dans un milieu de travail, il se met à stresser. Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu de travail-là? Il y a des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est un problème de charge de travail, c'est un problème de reconnaissance au travail, et un truc qui va vous intéresser, c'est un problème de conciliation travail-famille. Donc, il y a 8 facteurs qu'on appelle psychosociaux qui comportent, qui font en sorte qu'on peut stresser quelqu'un. Donc, si vous voulez un jour la recette pour stresser une personne, un de vos employés, je pourrais vous la donner. C'est pas le but à la base. Donc, j'ai vraiment... Donc, tout est parti de là. Donc, je me suis quand même bien sortie parce que même si j'ai fait une école de commerce, je me suis trouvée dans la branche plus ressources humaines, plus management. Et je suis tombée en recherche alors qu'à l'époque, j'avais vraiment pas l'esprit scientifique. J'étais un peu comme le mouton noir parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était plus la vulgarisation. Donc, à terme, ils m'ont mis en vulgarisation de la recherche et je m'occupais de tout ce qui était formation sur la reconnaissance au travail, charge de travail et surtout la conciliation travail-famille. Alors qu'à l'époque, j'avais pas encore de famille. Donc, la théorie, puis maintenant j'ai la pratique. Et tout ça, ça m'a amené à comprendre que nos formations étaient très chères. C'est pour vous dire, une après-midi de formation, ça coûtait près de $5 000 il y a 10 ans à l'entreprise. Et ce que je voyais, c'est que je formais par exemple un gestionnaire à la reconnaissance au travail, alors qu'il n'avait même pas l'empathie pour reconnaître c'était quoi les besoins de reconnaissance. Donc ça paraît un petit peu saugrenu de dire finalement on fait dépenser des milliers de dollars chaque fois à les organisations, mais on ne peut pas changer par une formation pour que, par exemple, pour transformer la culture organisationnelle de la reconnaissance, parce que quand on parle de reconnaissance, il faut être au moins capable de sentir ce qu'a besoin l'autre. Et sentir ce que l'autre a besoin, c'est aussi avoir en soi la capacité de ressentir pour être l'interface avec cet autre. Donc, tu sais, j'ai l'impression que vraiment, ça ne marchait pas mes affaires. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon bout. Parce que dans la chaire de recherche où j'étais, ils n'étaient pas dans cette optique-là. Et j'ai refait une maîtrise pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait gagner en niveau de conscience? Donc, qu'est-ce qui fait que le gestionnaire, il pourrait s'apercevoir par lui-même que ses employés sont dépressifs, sont pas bien, sont stressés ou ont besoin de reconnaissance? Donc ça, c'est pour ça que j'ai refait une deuxième maîtrise qui m'a amené à comprendre que tout ça, à la base, c'est le concept de présence qui est central. Donc, plus une personne va être présente, plus finalement elle va être en contact avec les autres et mieux l'organisation risque d'être saine et en santé. Et donc ça m'a amené petit à petit aussi après à comprendre que la présence, c'était la méditation pleine conscience et à travailler vraiment là-dedans. Les chevaux aussi m'ont amené à la méditation, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment c'est vraiment ce chemin-là qui m'a appris, qui est très intime, qui m'a amené à comprendre l'importance de la méditation et le voir comme quelque chose de vraiment transversal. Parce que maintenant, du coup, j'ai créé mon entreprise, j'ai même pas dit parce que ça me paraît évident, une entreprise en méditation qui s'appelle Let It Be Méditation. Je fais aussi ce qu'on appelle du counseling, donc je reçois des gens en 1 à 1, puis je travaille avec eux pour enlever leurs problèmes. Puis moi, tout mon monde, ça se passe à l'intérieur. Tu sais, ça fait pas longtemps que j'ai compris que j'avais un corps. Je sais même pas si je suis encore incarnée, mais
tout se passe à l'intérieur et il y a énormément de choses qu'on peut faire avec notre inconscient, le travailler, le recoder, le laisser s'exprimer, etc. Moi, je travaille énormément avec ça à travers les images et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien maintenant. C'est vraiment travailler sur moi, aider les autres à travailler sur eux par cette interface justement pour aller dialoguer avec notre inconscient. Et tout ça, évidemment, ça nous permet de naviguer dans le monde de la méditation pleine conscience et de la pleine conscience. Parce que c'est peut-être un peu décousu, mais... Mais tu travailles encore beaucoup en entreprise, je crois. Hein? Tu travailles en un, mais de moins en moins? Ou... Mais en fait, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise. Ça m'étonne énormément. Okay. J'en ai, puis parfois, je me dis... parce que c'est vraiment des gens beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gestionnaires, puis je donne beaucoup de formations en entreprise. Mm-hmm. Ça, c'est quand même assez central, au moins 2-3 par mois. Puis, mais c'est un peu comme mon monde, je le connais par cœur ce monde-là, puis je sais que mon approche leur convient parce que c'est pas trop ésotérique, c'est très scientifique au contraire. C'est concret, oui. Ouais, c'est concret. Puis j'ai aussi ma première, donc mon bac est en finance, ma maîtrise en management. Donc, tout ce monde de la finance-là, j'ai de la facilité à les former parce que je les comprends. J'ai vécu avec eux. Je travaillais à Paris en finance pendant 1 an. Donc, j'ai jamais été aussi bien payée d'ailleurs. J'avais 22 ans, mais c'était jackpot. Donc, c'est ça. Oui, je travaille beaucoup en entreprise. Ouais. Puis, toi, tu as utilisé, tu parlais de la méditation pleine conscience, qui est ta spécialité. Puis, c'est apparu dans ta vie à travers tes maîtrises, tu disais par rapport en lien avec la présence, qui, oui, c'est... mais comment ça s'est intégré? Allô, Linda. Comment ça s'est intégré tranquillement ou c'est arrivé tout d'un coup ou dans ton quotidien? Oui, dans mon quotidien, en fait, c'est arrivé tranquillement. C'est pas arrivé... moi, je ne fais jamais rien de brusque dans ma vie. Je pense que, je sais pas si c'est parce que j'ai un truc en Capricorne quelque part, mais j'ai compris ça un jour, mais je fais rien de brusque. Donc, c'est arrivé vraiment très tranquillement, dans l'idée aussi que, j'apprivoisais ça, puis je voulais pas me rajouter une contrainte, que c'est comprendre comment ça marche. Donc, c'est arrivé par 2 voies. C'est arrivé par la voie plus rationnelle de ma maîtrise, et quand j'ai répondu à ma question de recherche qui est, mais qu'est-ce que faciliter le changement, c'est la présence. C'est arrivé par le fait aussi, j'ai fait une formation en zoothérapie avec les chevaux, pour devenir zoothérapeute. Et le cheval a besoin qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous, donc d'être vraiment en pleine conscience de l'instant, de ce qu'on porte et tout ça. Puis ça, c'est mes meilleurs maîtres, pour pratiquer la méditation. Moi, quand je suis sur mon cheval, si je ne suis pas tout le temps dans l'instant présent, je tombe. J'ai fait une randonnée ce matin avec mon cheval, puis si je n'étais pas avec elle, elle monte ses fesses, puis elle s'enfuit. Donc, je me retrouve toute seule dans la forêt, puis il faut que... Je cours après. Oui, c'est ça, je cours après. C'est tout ça qui m'arrive souvent. Donc, c'est surtout ça. La pratique, c'est avec mes chevaux et ma fille. Et la théorie, j'ai pas mal étudié déjà. Donc, je connais bien. Je pense que tantôt, tu as mentionné que tu enseignais la conciliation travail-famille ou tu parlais de conciliation travail-famille au moment où tu n'en avais pas, justement. Est-ce que tu as vu une différence entre enseigner de la théorie et d'enseigner après avoir vécu? Oui, c'est sûr, mais ce que j'ai senti, c'est que la recherche est super bien faite. Parce que tout ce que je vivais, je peux mettre des mots dessus. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai écrit 3 livres sur la conciliation travail-famille. Un pour les personnes en emploi, un pour les organisations, puis un autre pour les gestionnaires syndicaux. Je ne sais plus comment on les avait appelés, les gens des syndicats. Puis, c'est ça. Mais j'ai vu à quel point c'était juste. Hein. Tout est déjà compris par la science. Pas ce problème-là. Donc maintenant, il faut juste que les mentalités changent, que les entreprises mettent en œuvre et que les personnes aussi comprennent qu'elles ont du pouvoir pour... Non, mais puis en fait, au cœur de tout ça, la conciliation travail-famille, tu peux l'approcher de plusieurs façons. Mais si je devais juste vous donner une chose pour travailler dessus, c'est vraiment la question de la culpabilité. Parce que ça, c'est souvent le noyau central. Et c'est un noyau qui n'est pas juste relié à l'historique de la personne, c'est comment elle est faite, sa personnalité. On est aussi le produit de ce qu'on appelle les représentations sociales des femmes dans la société. Donc, une femme doit être comme ça, puis on a ce poids-là. C'est pas juste la personne
t'amène à être coupable, mais c'est comme aussi la mère, depuis toujours, doit s'occuper des enfants, depuis la préhistoire. Puis dans les années 70, on nous a expliqué non, il faut être libre. Donc on est tiraillé, on se sent coupable, on se sent tiré de partout. Et en plus, on a une personnalité qui peut être plus ou moins facilement culpabilisable. Donc il y a tout ça. Puis c'est sur ce nœud-là que je travaille énormément, en tout cas au quotidien. Tu sais, comme encore dimanche, mon chum me dit je veux vraiment aller à un espèce de concert bénéfice pour une personne. Puis ma fille, je ne l'ai pas vue cette semaine. Mon cheval, je dois lui donner un médicament 2 fois par jour. Tu sais, donc là, c'est comme je suis tiraillée. Puis je me sens coupable de dire non à l'autre. Donc, vraiment au nœud. Donc, s'il y a quelque chose à travailler, à porter, c'est vraiment ça. Parce qu'après, tout le reste, je pense que la conciliation travail-famille, c'est de la créativité. Et c'est sortir un peu des sentiers battus pour être capable de trouver la bonne formule. C'est un beau mot, là. Je trouve que c'est bon, c'est créativité. C'est vrai qu'il faut être créatif. Et souvent, on n'ose pas être créatif parce qu'on voit les autres ne pas l'être. Au final, il y a plein de façons d'être créatif dans sa conciliation travail-famille. Bien, justement, ça m'amène parce que je voulais que tu nous parles de ton mode de vie. On est un peu aussi là-dessus. Moi, quand je travaillais chez Desjardins, je travaillais 35 heures semaine, puis je trouvais que c'était pas assez. Je trouvais que ma vie était plate parce que je travaillais pas assez. Fait que moi, je voulais travailler plus, mais à quelque chose qui me passionne. Okay. En ce moment, je fais un petit peu la demande de ralentir tranquillement. Okay. Mais toi, tu as vraiment choisi plus que des fois, tu appelles le slow life ou ralentir, mais sans stopper l'abondance, toujours en... Donc, j'aimerais que tu nous en parles, puis je trouve que ça va avec ta vision de créativité, conciliation, travail-famille, la façon que toi, tu l'as intégré dans ta vie. Ben, c'est sûr que moi, je recherche pas le stress. Donc, tu sais, j'ai un conjoint qui travaille énormément, qui a beaucoup de responsabilités et j'ai pas envie qu'on soit 2 professionnels stressés. Donc, moi, j'ai choisi vraiment ma voie. Je me suis même redéployée professionnellement pour mieux concilier travail-famille. Et donc, mes choix de vie, c'est me dire que déjà, ma première valeur, c'est la liberté. Je pense que ma première peur, c'est de perdre ma liberté. Et donc, tous mes choix sont en lien avec ça. Et l'idée de faire une slow life, ça veut pas dire d'être... J'aime pas le mot slow, en fait. Moi, j'utilise le mot rythme. C'est pas la question de ralentir, c'est la question de trouver son rythme à soi. Parce que moi, les choses lentes, ça m'agace profondément. Je peux faire un truc, manger lentement, je mange super vite parce que je goûte plus quand je mange vite. Tu sais, je peux savourer en mangeant vite, mais si je prends un plat, mais petit grain par petit grain, je goûte rien, puis ça m'agace. Donc, c'est vraiment trouver son rythme. Et moi, je l'ai trouvé dans mon entreprise. Je travaille beaucoup, puis pas du tout. Beaucoup, puis pas du tout. Donc, c'est tout ça qui se passe. C'est comme le mois dernier, j'ai formé peut-être 150 personnes à la méditation au mois de février, entre tout. Puis là, au mois de mars, c'est plus mollo. Je donne juste mes formations courantes. Et tu ne trouves pas ça dur au niveau de l'équilibre? Non, parce que j'aime bien être mobilisée, tout donner, puis après Alors que, tu sais, à chaque fois, moi, quand je donne une formation, tu sais, j'y pense quelques heures avant. Souvent, ça finit tard le soir, donc le lendemain, je suis impactée. Alors que quand ça vient comme en grappe, mon équilibre, il ne se fait pas d'heure en heure, mais il se fait de semaine en semaine. Et je préfère être mobilisée, puis après avoir... Parce que j'adore travailler fort, me reposer. Mais j'aime pas me reposer, puis travailler fort. Dans certains tests psychométriques, ils te le mesurent, ça, c'est ta façon préférée de voir la vie. Il y en a qui aiment travailler puis se reposer, il y en a qui aiment se reposer quand ils ont besoin de se reposer, puis travailler après quand ils ont envie de travailler. Donc, moi, c'est pas pareil. J'ai vraiment besoin de sentir le sentiment d'efficacité personnelle, d'avoir mérité mon repos. Puis, c'est ça que je fais. Que tu as installé. C'est moins coupable, dans le fond. Est-ce que je me sens moins coupable? Non, je me sens pas coupable. Non, pas de ce sens-là, non. Ça me dérange pas. Mais le fait, mettons, là, que tu donnes beaucoup à ton travail, là, comme tu es concentré dans quelque chose, tu donnes à fond. Après ça, quand c'est terminé, c'est donné, puis tu arrives à ton repos, bien là, tu as comme l'esprit un peu plus libre, puis dans le fond, tu profites puis tu sens que tu sais mériter, puis que tu... Exactement. Dans le fond, tu l'apprécies plus. Je l'apprécie plus, j'ai du temps pour ma fille, tu sais, je vais la chercher à 3h30, on va manger une glace. Donc, tu sais, c'est une crème glacée. Donc, tu sais, c'est quand même... tu sais, c'est pas... quand je vous dis de parler de rythme, c'est ça mon rythme. Et pas forcément ralentir à tout prix, mais trouver vraiment le bon rythme. Moi, ça se passe beaucoup le soir aussi, les formations et les fins de semaine. Ta fille est à l'école? Oui. Oui. Elle a fini à 3h05. Oui. Ah, c'est bon. Oui. Ça revient un peu à ce que je dis, ce que j'enseigne, c'est que trouver l'équilibre, en fait, c'est pas de
je vois beaucoup de femmes qui sont lancées en affaires avec l'idée de créer cette liberté-là, mais qui veulent rentrer dans le moule du 9 à 5, du lundi au vendredi. On dirait qu'il y a on dirait qu'à un moment donné, il y a un ajustement à faire, à apprendre à faire. OK, mais j'ai le droit de travailler le samedi matin, mais d'être en congé le jeudi après-midi. Il y a comme toute cette propre notion de son propre équilibre qui est à créer, que toi, je trouve que tu as réussi à appliquer à ta situation, à ta vie, à ton désir de travailler fort, mais de ralentir aussi. Oui. Et quand je dis travailler fort, je suis Oui. travailler, je travaille au monastère des Augustines, par exemple, je donne souvent, quand j'y vais, 2 formations, une en après-midi, une en soirée. Ils me payent le souper. Je suis dans un cadre magnifique, je mange des choses délicieuses. Et c'est juste que c'est fatigant, c'est beaucoup d'interactions avant, trouver le monde. Le lendemain, c'est sûr que je me lève tôt, mais je ne vais pas me mettre un client à 9 h le matin, c'est un peu long. Mais c'est ça. Mais c'est un plaisir aussi. Mais c'est vraiment toujours l'action, puis après le repos, parce que moi aussi, pour le genre de travail que je fais, j'ai besoin quand même de dégager le mot qui sort, c'est tout en douceur, mais pour moi, c'est le calme, dégager ce calme-là. Parce que quand tu as une groupe en méditation, il faut les aider à toucher ce calme. Donc, si je ne l'incarne pas et je le touche, les autres ne vont pas le sentir. Dans toutes les évaluations, on parle de la douceur, du calme, de la sérénité. Et donc, c'est grâce aux périodes où je ne fais rien. Je fais des choses, mais je ne fais rien en même temps. Oui. D'être mieux travailler après. C'est des investissements aussi. Si tu es ingénieur, ça ne marcherait pas comme ça. Oui, c'est différent Oui, c'est ça, c'est que nous, on dépend beaucoup de nous-mêmes. C'est nous qui mettons nos propres règles, nos propres balises. Puis je viens de le vivre, je viens de faire un 20 jours ça se termine aujourd'hui à 1 heure, 20 jours sans congé. J'avais 2 retraites de yoga, j'avais plein de choses. Mais je finis pas, je suis pas épuisée, je suis pas à terre. Oui, il y a eu des périodes où je fais OK, j'ai hâte quand même que ça finisse. Là, je suis comme contente que ça va se terminer aujourd'hui, que je vais avoir ma fin de semaine, mais je finis pas éreintée, épuisée complètement parce que j'ai su à travers tout ça, justement, comme tu dis, quand on donne des retraites de yoga, on a des après-midi libres, on mange bien, là, c'est d'autres qui cuisinent pour nous. Fait qu'il y a plein de moments de ressourcement qu'on peut aller chercher, puis en étant présente. Donc, puis beaucoup ça étant dans la pleine conscience, dans la présence, dans le bonheur de faire ce qu'on fait, je pense que c'est une façon aussi de conserver cet équilibre-là, même quand la vie nous sollicite beaucoup, ce qui est normal que la vie nous sollicite beaucoup par moment. Oui. Puis, si on prend ton exemple, toi, tu voulais qu'elle te sollicite plus. Donc, oui. C'est ça. Oui, j'avais ce besoin-là à l'intérieur de moi de me sentir plus utile, mais de donner plus. Tes meilleurs trucs pour intégrer la méditation, Marie-Ève, tes trucs pour intégrer la méditation au quotidien, puis peut-être mettre des liens avec des bénéfices concrets que tu vois dans ta vie? Oui, mais en fait, moi, il y a la méditation et la pleine conscience. La méditation, c'est l'entraînement, la méditation plus formelle, où tu t'assois sur ton coussin 1 à 2 fois par jour pour vraiment méditer. Puis la pleine conscience, c'est plus dans le feu de l'action, trouver des façons de reprendre contact avec l'instant présent. Puis, donc, moi, l'entraînement en tant que tel, la méditation, j'essaie d'en faire 2 fois par jour, 2 fois 20 minutes, parce que c'est ce qui est prescrit, puis c'est quelque chose qui va bien. J'ai perdu un peu le cap ces derniers temps. Mais là, depuis cette semaine, je le remets vraiment à ce rythme-là, 2 fois 20 minutes. Et sinon, la pleine conscience, en fait, c'est un peu on investit en méditation pour vivre en pleine conscience. Et c'est quelque chose qui est vraiment tout le temps présent dans ma vie, ça par exemple. Donc, on voit qu'il y a quand même eu des bénéfices concrets. Et ça m'amène à toujours être moins en train de créer des scénarios dans ma tête pour être dans le futur ou dans le passé. Ou même à certains moments, si j'ai des amis qui m'amènent à vouloir comme médire sur d'autres ou autres, c'est comme si mon cerveau il n'avait plus envie d'aller là, il bloquait, il dit non, on va rester dans le présent, on va rester dans le concret, mais pas dans le sens rationnel, mais dans qu'est-ce qui est là, sans faire de scénario, sans créer de souffrance, sans rajouter de souffrance. Puis c'est un peu ça, au final, l'apport que j'ai eu, c'est que dans ma vie, je ne rajoute pas la souffrance, je vis les épreuves que j'ai à vivre, mais je les vis en étant proche, en contact avec qu'est-ce que je vis. Puis ça, c'est toujours le plus beau raccourci qu'on peut avoir pour sublimer la souffrance qu'on porte, c'est de la ressentir pleinement.
Donc, j'adore une phrase de Christophe André qui dit « On ne peut jamais quitter un endroit où on n'a pas accepté d'aller. De même, on ne peut pas sortir d'une émotion négative si on n'a pas accepté de la ressentir. » Et donc, du coup, au quotidien, ben, c'est vraiment ça que ça m'apporte de méditer. Mais je rajoute aussi ces portions-là où je me connecte à moi-même. Je me connecte, tu sais, comme ce matin, je suis sortie, il neigeait, mais il y avait des oiseaux qui chantaient. Je trouvais ça beau puis incongru en même temps. Puis c'est se raccrocher à ça. Puis c'est ça, au final, qui est... c'est ces petites choses-là, au final, qui nous permettent de et nous sentir en vie et de tout dédramatiser dans la vie, parce que sinon, on peut tout prendre au tragique, on peut voir que tout va mal, alors que si on se raccroche aux petites choses ou aux choses du présent, ben, ça nous fait déjà une prise pour se sentir plus solide et plus ancré. De manière très concrète, moi, tout ce que ça m'a amené, moi, j'étais une personne ultra intellectuelle, j'étais même payée pour réfléchir quand j'étais en recherche. Et donc, du coup, ça m'a amené vraiment dans mon ressenti. Et je ne pensais pas que c'était possible, que je sois une personne de ressenti, alors que maintenant, je le suis vraiment, tu sais, presque reconnue pour être dans mon, pour vraiment ressentir les choses. Même, je peux dire comment une autre personne se sent juste en me branchant à mon corps, puis les neurones miroirs font effet, tu sais, je ressens qu'est-ce qu'elle vit, etc. Donc, ça a été vraiment extraordinaire parce que je me suis comme reconnectée à moi-même, alors que je pensais être un cas désespéré, être la fille la plus intellectuelle au monde qui, jamais, si elle n'avait pas de livre, pouvait expliquer quelque chose autrement scientifique. OK, je ne l'ai pas connue, celle-là. Non, je pense qu'elle existe plus. Mais tu vois, c'est possible. Donc ça m'a quand même rassurée. Bon, j'aime pas dire, oh, comme ça m'est arrivé, tout le monde peut le faire. Mais toute ma vie, je me suis dit, ben, si moi j'y arrive, franchement, je pars de plus loin que la moyenne. Donc, il y a toute cette question du ressenti, il y a la question de plus savoir lâcher prise. Il y a des moments où vraiment, tu sais, d'ailleurs, le nom de mon entreprise, c'est Let It Be, donc tu sais, vraiment lâcher prise au maximum. Et tu sais, c'est dans tout ce lâcher prise-là, tu peux le faire dans les petites choses comme dans les grandes choses. Tu sais, je suis allée au ski la semaine dernière, bon, première expérience de ski, j'ai oublié mes gants. Chaque fois que je vais au ski, en tout cas, chaque fois que je prends un cours de ski, j'oublie mes gants. Donc, tu sais, je pense que j'en suis à 200 ou 300 $ de budget gants depuis un an et demi. Donc là, je me dis, j'achèterai pas de mitaines, c'est sûr. Donc là, je demande à plein, service à la clientèle, etc. S'ils ont des gants, ils n'en ont pas. Je me suis dit, mais j'avais confiance que j'allais trouver mes gants avant de prendre mon cours de ski. Et là, au dernier moment, ben, je prends mon casque, j'ai dit, vous n'auriez pas des gants à me prêter par hasard? Il me dit, si, il y a un ado qui les a oubliés, regarde si ça te fait, puis tu me les rendras après ton cours. Puis là, j'ai eu mes gants. Mais tu sais, dans ma vision, au fond de moi, je travaille beaucoup avec la visualisation, je savais que j'allais avoir mes gants. C'est anecdotique, on sait, mais c'est un peu ce rapport-là à la vie que nous donne la pleine conscience, parce que j'étais branchée non pas à ma peur, non pas à des choses comme évidentes. Bon, ben, t'as pas de gants, il faut que tu en achètes, mais moi, je ne vais pas en acheter. Et j'avais ça. Puis c'est un peu ce rapport-là qu'on peut avoir à la vie. Plus on médite, plus on est serein. Pour moi, c'est un message très important, cette sérénité-là. Parce que tout le monde recherche le bonheur, mais au final, c'est vraiment la sérénité qui compte, c'est-à-dire être zen par rapport aux événements de la vie et pas forcément être heureux aux événements de la vie. Parce que moi, le jour où mes parents vont décéder, ben, je ne serai pas heureuse, mais je serai bien contente d'être sereine par rapport à tout ça. Et donc, et c'est ça. Et c'est vraiment ça que m'a apporté au plus clair la méditation. Puis, et je trouve que ça va dans le sens un peu de ce qu'on recherche, nous, comme humains en ce moment. Et ça fait écho aussi à ce que disait Einstein, qui disait, ben, on peut voir tout comme un miracle ou rien comme un miracle. Mais au final, dans la vie, tout peut être un miracle. C'est comme les gants, c'est anecdotique, on s'entend, mais on peut le voir comme un beau miracle. Puis pour travailler avec les peurs, je ne te l'avais pas envoyé, mais je pense que tu peux... tu vois, les peurs, tu disais pour les gants, c'est simple, mais on parle beaucoup d'attirer l'abondance, on parle beaucoup de pas être dans... Si on est dans nos peurs, on va plus attirer, en fait, le manque, on va dans le sentiment de manque. Comment on pourrait appliquer de façon consciente, disons qu'on vit une situation où on a l'impression qu'on va manquer soit d'argent, soit d'amour, soit de temps, soit de calme, disons, et se ramener, comme tu disais, accepter, accueillir cette émotion-là et la transformer pour qu'elle devienne positive. Oui. Tellement un sujet d'actualité parce que j'en discutais avec mon conjoint hier soir. Puis, parce qu'il me disait, ben, quand il y a une peur, c'est que c'est un danger, donc il ne faut pas y aller. Donc, évidemment, il y a les peurs primaires. Tu sais, moi, si je vois un lion, ben, j'ai peur, tu sais, je ne vais pas y aller. Tu sais, je vais avoir... Ça, c'est les émotions primaires. Mais là, le type d'émotion qu'on parle, c'est un peu la peur, mais en émotion secondaire. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est plus des phénomènes internes de pensée que des phénomènes réels. Tu sais, comme
je sais pas, j'ai peur de parler en public, ben, ça parle plus de mon histoire qu'un danger vraiment imminent. Mais c'est dans soi qu'il faut aller chercher. Et là-dedans, moi, tout ce que j'ai compris dans mes formations en psychothérapie, c'est vraiment de dire que derrière chaque peur, il y a un désir. Et que la peur, au lieu de nous dire de s'éloigner de la peur, c'est cette peur, mais qu'on la prend en secondaire, c'est pas la peur limbique, qui fait juste te pousser parce qu'il y a un camion, mais ça te permet de vraiment de sentir qu'il y a une peur, mais en même temps, tu es attiré, c'est parce que derrière, il y a un désir. Donc, c'est comme si le désir, il avançait masqué avec la peur, parce qu'on sait que l'étape d'après, ben, ça va être quelque chose d'encore plus beau. Et donc, du coup, pour moi, chaque fois que j'ai une peur, ben, j'essaye d'y aller, d'aller dans ce sens-là, parce que je me dis, ben, je vois ça comme beaucoup de fumée noire que je vais comme dissiper, et puis au lieu que ce soit dans mon champ intérieur, cette fumée noire-là, ben, je vais pouvoir comme l'assainir, puis ne plus avoir cette peur-là. Puis comment on fait ça? Ben, moi, je vois plusieurs choses. C'est la pleine conscience, ça peut être une réponse, parce que, comme vous dit Christophe André, je pense que c'est sa phrase la plus perspicace, c'est qu'on ne peut pas quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'aller. Donc, on ne peut pas quitter une peur si on n'a pas choisi de la ressentir puis de l'accueillir en soi. Parce que sinon, on est toujours en train de l'éviter, la masquer. Donc, du coup, c'est comme si jamais on la prenait à bras-le-corps. Et donc, aller en pleine conscience, aller la chercher en pleine conscience, ben, c'est déjà une première façon. Mais quand c'est trop gros, que ça nous effraie, ben, il faut avoir une main qui nous tient. Puis une main, c'est un accompagnement. Donc, moi, quand j'ai peur, ben, j'ai un psy, j'ai une fille qui travaille en tarot, j'ai mon cheval qui parle. Donc, tu sais, j'ai ma meilleure amie aussi qui m'aide. Mais donc, tu sais, avoir un accompagnement pour traverser ces peurs-là, c'est essentiel. Souvent, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vu, la vidéo du Facebook où c'était un cheval miniature qui essayait de sauter une marche comme ça, minuscule. Il avait peur, il sautait. Mais souvent, c'est ça, nos peurs, elles sont tout petites, mais on s'en aperçoit qu'une fois qu'on a... On a fait, tu sais, moi j'ai fait du ski vraiment pour la première fois samedi, puis j'avais peur de faire du ski, j'avais peur de la vitesse, puis maintenant que je l'ai fait, je me dis, oh, finalement, mais c'est ça. Donc, mais je pense que derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a un désir. Est-ce qu'on peut se connecter à ce désir-là pour affronter? C'est sûr. C'est sûr. Apprendre à le sentir, à le découvrir, puis... Tu le connais déjà. Oui. Ne pose pas la question, c'est pas ça qui va te venir à l'esprit, mais regarde le désir qu'il y a dans tout ça. Puis parfois, c'est des désirs plus grands que toi aussi. Oui. C'est la croissance, mais c'est sûr. Oui, comme ralentir, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans le programme qui souhaitent ralentir un peu le rythme, qui veulent travailler un peu moins, commencer à déléguer plus. Donc, derrière la peur de ralentir, de perdre un certain contrôle, il y a un désir de plus d'équilibre, plus de calme, plus de temps, peu importe, mais de vraiment se brancher au pourquoi, en fait. Oui, tout à fait. Tu nous parlais de ton cheval, Marie-Ève. Le contact... Oui, tu en as 2, oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps que tu en as. Déjà, un, ça m'impressionne, fait que... Ouais. Le contact avec les animaux, parce que tu en parles beaucoup, tu parlais de te connecter à ton cheval. Comment, n'importe qui a un animal de compagnie, comment on peut l'utiliser? J'utilise mon fils beaucoup pour la méditation pleine conscience. Quand tu veux que j'écoute un bonhomme sur le divan, moi, je suis en méditation pleine conscience à ce moment-là. Ouais. Mais comment on peut l'utiliser pour apprivoiser cette... parce que c'est pas facile pour tout le monde de dire, ben OK, je vais faire de la pleine conscience le jour, mais d'utiliser un animal, je trouve que c'est un point de vue intéressant. Oui, mais en fait, c'est se connecter à l'invisible, donc se connecter à des choses tellement subtiles qu'on n'est pas capable de le voir, parce que nous, les humains, on a la parole, donc avec n'importe qui, on peut comme communiquer avec la parole, mais quand tu es juste avec des animaux ou des enfants, ben, c'est utiliser d'autres façons d'être, peut-être archaïques, plus émotionnelles pour pouvoir comme communiquer. Puis c'est ça la pleine conscience, c'est quoi? La pleine conscience, c'est prendre contact avec ce qui est. Donc je prends contact avec moi, puis dans ce moi-là, dans mon champ d'énergie, il y a forcément des traces de l'autre, parce que tout est énergie. Donc on est tout le temps en train d'être affecté par l'autre, on est incarné, on a des mondes de l'éprouver. Donc ce que l'autre ressent, je le perçois, donc je peux vraiment le toucher. Et c'est dans ce silence-là que nous permettent et les animaux et les humains, petits, en tout cas qui ne parlent pas encore, de pouvoir reconnecter. Parce qu'avec un adulte, ben c'est sûr que tout va passer par la parole. Moi, je sais que mon cheval, c'est pas en tirant sur sa laisse que je vais la ralentir, par exemple. Ça va être vraiment en sentant à moi qu'elle sent que j'ai le leadership suffisant pour qu'elle m'écoute, puis que, par exemple, elle reste derrière moi si je suis en train de marcher avec elle. C'est comme tantôt,
toute ma vie, j'ai essayé de tirer pour essayer de l'attraper dès qu'elle s'échappait, parce qu'elle s'échappe. Ben là, tantôt, elle voulait s'échapper. Tu sais, j'avais juste ma laisse comme ça, mais j'ai monté mon énergie. Puis c'est ça que je lui ai transmis. Je lui ai dit, tu fais pas ça. Il y a énormément de choses qu'on peut transmettre. Moi, quand je veux convaincre quelqu'un, c'est d'abord à l'intérieur. C'est pas les mots que j'utilise, c'est qui je suis, le bouclier que je fais. C'est comme la dernière fois, je voulais qu'il me change un fauteuil pour mon bureau qui correspondait pas du tout à la commande que j'avais fait. C'était impossible selon eux, mais intérieurement, c'était impossible qu'ils me disent que c'est impossible. Donc, j'avais vraiment cet intérieur où, et ça c'est l'entraînement avec les chevaux, où il n'y avait pas d'accès à moi pour qu'ils essayent de me convaincre que c'était impossible. Et je l'ai eu. Donc, c'est ça. Mais c'est ça pour tout. Et tout se passe à l'intérieur. D'ailleurs, on le dit, c'est qu'avec un cheval ou autre, ben, le geste extérieur, c'est l'aboutissement de d'abord qui tu es. Donc, tu peux comme faire un geste, puis le cheval, si c'est un geste d'extrême compassion, le sentir comme une caresse, mais si c'est un geste d'extrême cruauté, parce que tu portes cette cruauté en toi, le même geste, ça va être une peur panique pour le cheval. Et c'est pareil avec les humains. C'est d'abord qu'est-ce que tu portes, qui tu es profondément, qui va vraiment qui va vraiment faire la différence dans une relation. Je ne sais pas si vous me suivez quand je vous dis ça. Non, oui, puis dans ma tête, ça fait beaucoup de liens avec les gestionnaires d'entreprise ou les patrons ou de la façon s'ils pouvaient ressentir ce que leur employé, s'ils pouvaient se connecter à ce que leur employé ressent, comme tu en parlais tantôt, je pense qu'il y aurait des améliorations énormes au niveau de la gestion. Exactement. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Puis, il y a 4 piliers dans l'intelligence émotionnelle, dont un qui s'appelle la conscience de soi. Puis, pour développer cette conscience de soi, ça passe par la méditation pleine conscience. Mm-hmm. Une question? Oui, vas-y. Je pense avoir cette capacité-là à me connecter aux gens, puis à ressentir. Souvent, j'ai l'impression d'être une éponge. Parfois, c'est difficile aussi de se sentir un peu envahi par tout ça. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir à notre centre? Oui, mais en fait, il y a 2 choses. C'est que l'important, c'est d'être conscient des choses. Puis moi, j'appelle ça utiliser ces impressions comme de l'information. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te sens envahi, c'est que tu n'as pas encore métabolisé l'information dans laquelle se cache l'émotion. Donc, parfois, tu es envahi, il y a de l'information à prendre. Parfois, tu es envahi, tu ne veux pas être envahi, tu laisses partir. Ça ne m'appartient pas. Ouais, ça ne m'appartient pas. Mais tu sais, quand tu sens, par exemple, moi, ça m'arrive tout le temps, mon conjoint, je le sens. Tu sais, il peut se mettre à côté de moi, puis je peux savoir s'il est triste, fâché, fatigué ou autre. Et donc, tu sais, parfois, je le sens. Ou même ma mère, hier, j'étais dans l'ascenseur, trop proche de ma mère, j'ai tout senti ce qu'elle vivait. Et donc, du coup, là, je me dis, oh, ça ne m'appartient pas. Je vais laisser passer. Mais à d'autres moments, tu sais, ça peut me servir. Je peux dire à mon conjoint, je te sens vraiment stressée, je vais te laisser dans ma bulle, je vais aller prendre un bain, puis on se reparle dans 1 heure. Okay. Mais moi, souvent, tu sais, ce que je me dis, c'est « Ah, ces émotions, elles ne m'appartiennent pas. » Puis, tu sais, oui, faire un genre de ménage, là, oui. Ouais, mais tu sais, c'est instantané parce que c'est quand ces émotions, tu peux savoir un non sur l'émotion, c'est là où tu dis, ça ne m'appartient pas et il n'y a rien qui colle. Tu sais, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la colère, c'est rien, tu sais, c'est juste un magma d'émotions, mais quand ça vient d'un autre, c'est un langage différent, puis toi, tu te récupères ça. Puis on le voit, on le sait, hein, toutes les études de Sonia Lupien en stress, c'est parti d'un constat qu'elle a fait en donnant le bain à sa fille, puis elle a compris que le stress qu'elle portait, ça se répercutait sur sa fille parce que les hormones de stress, wow. Ça se ressent, ça se capte. Donc, c'est pareil pour les émotions. Les chevaux, d'ailleurs, ils savent comment tu vas, parce qu'ils sentent tes émotions. Ils sentent ta colère, ils n'ont pas envie de voir. Ils sentent ta joie ou ils sentent ta sérénité. Donc, ils le sentent avec leur mots. Ils ont un sens que nous, on n'a pas, mais ils le sentent. Intéressant. Merci pour ta question. Puis les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, je trouve ça intéressant. Moi aussi, très intéressant. C'est sûr que moi, je trouve ça plus difficile par rapport aux horaires parce que, tu sais, quand tu es travailleur autonome, tu sais, vous autres pouvez organiser, je dis c'est pas plus facile, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une équipe puis je dois rentrer dans des horaires avec des employés, tout ça. Fait que c'est là où j'essaie de voir. Mais, tu sais, j'aimerais ça travailler beaucoup, puis avoir beaucoup de vacances après. Tu sais, mais ça peut pas marcher comme ça. Fait que... Ouais, mais il faut que tu trouves ton rythme. Et c'est pas, en fait, impossible. Hein, parce que ce qu'on voit, c'est que... toi, en fait, tu veux te rendre disponible tout le temps pour tes employés, puis être comme un peu à la demande, mais tu peux aussi comme dire, c'est ça mes moments de disponibilité, puis à d'autres moments, je ne suis pas disponible, donc eux vont aussi s'adapter. Et on peut le voir aussi avec mes clients. Moi, je me suis lancée dans ma pratique privée et je ne consulte pas le soir. Tu sais, on pourrait se dire, qu'est-ce que tu as des clients qui s'adaptent. Puis on voit toujours que même les clients qui travaillent à temps plein, ils ont toujours soit sur l'heure du midi, soit il y a toujours une après-midi, finalement, ils ne travaillent pas, qui va faire en sorte qu'ils peuvent
comme me rentrer dans leur agenda. Et je pense aussi que c'est toi aussi, tu peux choisir ta vie, puis après l'expliquer aux autres et mettre un peu plus de limites. Tu seras peut-être pas dans le même rythme que moi parce que le mien, il m'appartient. Puis tu sais, je suis plus du style à même manger un gros repas par jour puis rien faire après. Donc tu sais, ça serait un peu partout, mais tu peux quand même le faire. Puis tu vois, tu sais, quand on faisait justement cette recherche-là en conciliation travail-famille, quand on parlait aux gestionnaires, c'est aussi aux gestionnaires à être très clair avec qu'est-ce qu'il a besoin pour donner aussi après la possibilité à ses employés d'être très clairs aussi avec qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et donc, du coup, de comme lancer un débat franc-jeu en disant, mais moi, comme gestionnaire, j'adore travailler tôt le matin jusqu'à midi, mais après, je suis moins productive. Donc, tu sais, je vais faire plus des trucs poutine administratifs. Donc, c'est vraiment là que vous pouvez me déranger parce que j'ai plus le cerveau social où je vais pouvoir envie de vous répondre. Est-ce que ça fait du sens quand je te... Oui, ben, de toute façon, j'ai commencé, c'est un peu ça. Là. Dans le fond, j'ai réorganisé mes choses pour que l'information soit plus autonome à l'interne pour l'information. Fait que déjà, en partant, ils ont moins besoin de moi. C'est juste que c'est une entreprise familiale. Fait que c'est pas évident. On est 3 associés. Fait que si moi, je dis je prends du temps, mais l'autre aussi en veut du temps, puis il n'est peut-être pas organisé comme moi. Fait que je suis comme en train de revoir un petit peu plus haut, là, si tu veux, l'organigramme ou l'organisation pour permettre aux autres de faire comme moi ou d'avoir le choix, en tout cas, de le faire. C'est un peu ça que j'essaie de faire pour me dire, écoute, toi, tu as le choix de le faire, moi, je l'ai fait, la partie est faite, voici, mais, tu sais, j'ai la culture demain matin, puis, tu sais, ça va rouler. Il n'y a personne d'irremplaçable, mais on est toujours quand même important quand c'est notre entreprise, mais c'est ça, j'essaie de monter quelque chose. Il y a de la réticence, c'est pas facile, mais j'y vais avec le concret, puis je vais surtout avec des faits. Fait que j'ai monté quelque chose, puis je les monte, je les sécurise, puis c'est bon, j'ai du nouveau personnel, fait qu'ils ont vu par le nouveau personnel que ça fonctionne, puis j'ai appris aussi beaucoup de choses au niveau administratif que j'aime pas vraiment faire, mais que je fais très bien, paraîtrait-il, fait qu'on me laisse bien de la place à ce niveau-là, mais c'est ça, fait que c'est très inspirant tout ça, vraiment, j'ai pris plein de notes là, pour relire. En fait, là-dedans, ce que tu parles, c'est de changer ta culture d'entreprise. Et si toi, t'es patron, ben, c'est ça qui va faire. Mais ça va être long. Tu sais, une culture d'entreprise, dans les grandes entreprises, on dit que c'est 8 ans. Peut-être que dans une moyenne entreprise, on peut dire 2 ans. Oui, puis ça fait 55 ans, ça existe, puis il y a des employés, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Oui, exactement. Il y a quoi, 25 employés, Sandy? Oui, entre 22 et 25 avec les temps partiels, oui. Mais je vais y arriver, c'est juste que là, en plus, on est dans une transition. Nous, on a fait la transition, ça fait à peu près 1 an et demi. Fait que là, tu sais, je pense qu'on cherche un peu. Fait que moi, j'ai comme vu la craque un peu pour... j'ai vu la craque pour me placer à la bonne place, là. C'est ta lumière. Ben, c'est ça, effectivement. Valérie, elle l'a allumé. Mais tu sais, je trouve que ça rejoint le principe, je ne sais pas si tu viens dans la retraite de yoga, Sandy, on a parlé de la vérité, de l'authenticité, de les faire place à on affirme ou on annonce nos couleurs ou qu'est-ce qu'on veut. Puis comme Marie-Ève dit, là, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça peut prendre 2 ans vraiment à changer la culture d'entreprise, mais quand on fait place à notre vérité, à notre authenticité, à nos besoins, bien, ça donne le droit aux autres aussi de dire, ben écoute, moi, le vendredi après-midi, j'aimerais... Puis, je pense que Marie-Ève, ce qu'elle veut dire quand elle travaille beaucoup, c'est un peu... Moi aussi, j'ai ça. Des grosses périodes de travail, puis après ça, c'est pas qu'on travaille plus, c'est qu'on fait des choses qu'on aime plus, je dirais. Ou tu sais, comme là, ce matin, moi, j'ai travaillé tout le matin, mais je me suis autorisée une brassée de lavage. J'ai créé j'ai mis mon blog sur mon site web. Tu sais, c'est pas quelque chose qui me demande une grosse énergie, c'est quelque chose qui est facile à faire, qui se fait bien. Fait que c'est ça, c'est que c'est pas de pas travailler, c'est de s'autoriser des moments où c'est du travail qui est facile, qui n'est pas exigeant énergétiquement. Mais qui se fait en pyjama, en fait. Oui, qui se fait en pyjama aussi. Moi, physiquement, il faut que je sorte à l'extérieur. Fait que oui. Pareil. Mais je suis en train de mettre des outils, même pour travailler à l'extérieur. Ça va être accepté un petit peu plus. Là, je vais pouvoir faire des journées à la maison. Oui, c'est ça. On va être organisé comme ça. Et parfois, on est plus productif aussi. Oui, je suis convaincue. Ouais. J'avais demandé à Marie-Ève de nous préparer une petite méditation parce qu'on ne peut pas avoir Marie-Ève sans lui demander de nous faire une petite méditation. Puis elle a généreusement accepté. Après ça, on va revenir. Fait qu'on va la faire tout de suite. Puis après, on reviendra pour voir s'il y a des questions qui sont venues ou que Marie-Ève nous parle aussi de ses services, de comment elle fonctionne, d'où elle se situe, où elle est dans le temps et dans l'espace. Là. Parfait. En fait, comme on n'est pas beaucoup, j'ai 5 propositions de méditation. OK. Pour faire choisir celle qui ça s'appelle, j'appelle ça mes méditations percutantes. Donc, il y avait revenir à l'essentiel dans un monde compliqué,
amener sa confiance en soi, recontacter sa force intérieure, redécouvrir l'amour ou retrouver sa patience. Qu'est-ce que vous voulez? Les filles. Ben, moi, j'aimerais bien retrouver sa passion. Sa patience. La patience. Patience. Ouais, sa patience. Ah non, mais j'avais compris passion, excuse. Donc, pour la Avec passion. l'amour, là, c'est la fin de semaine. L'amour, OK. Toi, Sandy? L'amour? On t'entend plus, là, Sandy. Je sais pas si ton micro... Ah, t'as fermé ton micro. OK. J'ai dit, je vous suis. Tu nous Ah, suis? Lynn, avec la Toi, famille. Linda, est-ce que tu avais une envie? Donc, c'était pas la passion, mais... Moi? Linda? Ah, Linda? C'est pas la passion, c'est la patience. Oui, mais répète tes titres, juste, Marie-Ève. Ouais, c'est ça. En fait, revenir à l'essentiel, confiance en soi, force intérieure, amour ou patience. Ouais, elles sont toutes intéressantes. Moi, le troisième, il me parlait beaucoup, mais je vais prendre la majorité. Ta force intérieure ou l'amour, donc on en est entre ces deux. Force intérieure, j'aime ça, moi. OK, on y va avec ça. C'est parfait. Force intérieure. Bon. C'est bon. Fait que les filles, je vais fermer vos micros. Vous pourrez les réouvrir après, mais juste pour que Marie-Ève soit la seule qu'on entende. Attendez un petit peu. Là. Moi, je suis dans la voiture, ça fait que... OK, c'est bon. Fait que je vais fermer vos micros. Attendez une minute. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Puis moi-même, je vais me mettre sur mute aussi. Quand tu es prête, Marie-Ève, je te laisse Oui, laisse-moi juste le micro. Oui. correctement. Donc, la force intérieure. Parfait. Alors, vous allez vraiment revenir à vous-même. Et prendre du temps pour simplement vous poser la question « Comment ça va ?» Vous pouvez fermer les yeux. Et là, la question la plus importante dans l'instant, c'est vraiment de vous demander comment ça va. Et ressentez votre réponse. Et bien sûr, on parle de ressenti, on ne parle pas de se questionner sur qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. L'idée, c'est vraiment de sentir qu'est-ce qu'on porte en ce moment et de l'observer sans chercher à le transformer. On fait une expérience là. On change notre rapport à qui on est. Simplement, on observe. Et on est heureux de sentir ce recul parce qu'on s'aperçoit que oui, on porte des choses, on peut l'observer, mais en l'observant, c'est comme si ça nous permettait de ne pas être si impliqué que ça. Doucement, on peut quitter ce monde d'observation du corps et de qu'est-ce qui porte pour tout doucement observer notre respiration sans faire d'effort. Juste observer si aujourd'hui elle est courte, elle est longue, elle est saccadée ou pas. Imaginez que vraiment, la chose la plus importante dans l'instant, c'est d'observer cette respiration. Peut-être qu'en l'observant, vous allez découvrir que naturellement, il y a une petite pause qui se glisse juste après l'expiration. Et là, cette pause-là, elle est magique. Comme l'observer et rentrer encore plus profondément dans l'instant présent. Dès que vous croisez ce silence juste après l'expiration, sentez comment ça vous amène profondément dans votre être. Et tout doucement, vous allez faire venir à vous une image. Ne forcez rien, elle va simplement apparaître. Vous allez laisser venir à vous l'image de votre être supérieur, celui qui est parfaitement parfait et qui est la version de vous-même, dépouillée de vos peurs, de votre passé souffrant, de vos limitations quelconques. Cet être supérieur qui contient toute votre lumière et votre beauté, votre immortalité et votre sagesse. Alors faites venir à vous l'image de votre être supérieur et regardez cette image. Ou alors prenez contact avec sa présence si ce n'est pas d'emblée une image qui vient.
Sentez-le, cet être supérieur, sans forcément le voir si vous n'avez pas eu d'image. L'important est de vraiment laisser venir ce qui vient, sans juger, sans rien transformer, et de juste ressentir ou voir cette partie bien vivante de vous-même. Si rien ne monte à cet instant, respirez, détendez-vous. On sait que la méditation, ce n'est pas une performance, mais un doux moment avec son intimité. Alors profitez de ce qui est, quel qu'il soit. Donc vraiment, prenez contact avec cette être supérieure, l'image qui vient, ou alors la présence, la lumière que vous avez ressentie. Et ressentez qu'est-ce que ça fait en vous de retrouver cet être supérieur. Sentez vos émotions, vos sentiments intérieurs qui découlent de ces retrouvailles-là. Prenez un temps vraiment pour sentir dans votre corps quelle partie du corps est en train de s'ouvrir, de se faire du bien. L'idée de retrouver cette être supérieure. Et sentez les émotions qu'il y a. Peut-être est-ce de l'amour, peut-être est-ce un sentiment de joie, peut-être autre chose aussi. Alors, laissez vibrer dans votre corps, ressentez dans votre corps l'effet de ces retrouvailles. Et maintenant, quelle que soit sa forme et sa hauteur, vous allez essayer d'agrandir encore plus cet être supérieur, de sorte qu'il devienne au moins 2 ou 3 fois plus grand que vous. Sentez la grandeur, votre grandeur d'âme. Sentez comment cet être supérieur émane de vous, mais reprend sa vraie taille. Une grandeur incommensurable et magique. Parce que telle est votre vraie nature. Mais cette tête supérieure, il est toujours intimement branché à votre corps. Il englobe votre corps. Mais il est bien plus vaste que ça. C'est pour ça que n'hésitez pas à le défroisser, à le déplier pour lui permettre vraiment d'être qui il est pleinement, profondément. Et restez en présence de votre majestuosité. Tout doucement maintenant, imaginez que vous et votre être supérieur, vous êtes au sommet d'une montagne. Une montagne grande et majestueuse qui surplombe toutes les autres. Peut-être est-ce une montagne que vous avez déjà croisée ou alors celle qui vous vient à l'esprit maintenant. L'important est de simplement vous sentir vivant, vibrant de tout votre être sur le sommet de votre montagne. Alors prenez le temps de d'abord bien regarder où vous êtes, de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de vous en tournant sur vous-même par exemple. Profitez de chacun des points de vue. Regardez les paysages, la saison, les couleurs qui se présentent dans l'image, le mouvement. Essayez même de voir les odeurs. Regardez en bas de votre montagne et tout au loin. Vous êtes au sommet de votre montagne. Vous êtes pleinement vivant, vous et votre être supérieur, votre grandeur d'âme et votre corps. Vous êtes au sommet de la montagne la plus majestueuse. Revenez alors en vous, à votre corps et à votre intériorité, pour savoir qu'est-ce que vous portez à cet instant. Qu'est-ce que ça vous fait d'être au sommet de cette montagne? Et si cela vous fait du bien, prenez le temps de sentir vraiment ces sensations, ces émotions se déployer en vous. Peut-être est-ce de l'ordre du lâcher-prise, de la force, du recul,
de la légèreté. Et prenez le pouls intérieur de comment vous vous sentez vivant en haut de votre montagne. Tout doucement maintenant, vous pouvez reprendre contact avec votre position sur votre chaise. Commencez à réécouter les sons à l'extérieur. Et peut-être laisser venir un mot, une expression, qui est en lien avec l'expérience que vous venez de vivre. Alors sans rien forcer, laissez-vous monter en vous-même, laissez monter en vous-même un mot, une expression qui parle de cette expérience. Quand vous êtes prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Est-ce que je peux avoir votre mot? Sécurité. Sécurité. Okay. En fait, j'en avais deux. Sécurité et accompagner. Accompagner? Ouais. Moi, c'était accomplissement. Accomplissement. Est-ce que tu l'as senti dans ton corps, l'accomplissement? Je l'ai senti, mais c'était difficile. OK. J'avais bougé, peut-être parce que j'avais un peu de bruit ici, là, en arrière. Là. Est-ce que tu as quand même senti... J'étais un petit peu déstabilisée à certains moments. Oui, mais est-ce que tu as senti, même si c'est microscopique, est-ce qu'à un moment, tu as senti la graine d'accomplissement? Oui. Ressenti, okay. Oui. C'est juste que tu peux la recontacter en la laissant se déployer. Elle existe. Hein. Oui. Ta tête partait entre ton ressenti et le bruit qu'il peut y avoir. Il y a encore du chemin à faire, mais ça... Et en fait, c'est en bonne voie. Oui. Mais c'est sûr que je ne t'ai pas donné les meilleures conditions, mais tu l'as ressenti. Oui. Linda? Moi, j'en ai un sentiment de liberté puis de grandeur, de puissance, si on peut le dire. Là. De me sentir sur le haut de la montagne, j'avais l'impression que j'avais... il y avait comme rien qui pouvait m'arrêter. Là. Ouais. Un peu comme ça, je me sentais, mais je me sentais libre aussi. Ça fait bien. Tu l'as ressenti dans ton corps, ces expériences-là? Oui. Ouais. J'avais comme l'impression d'être... Je me sentais vraiment comme au-dessus de la montagne avec des nuages en bas. Là. Je me sentais dans une grande montagne. Ta montagne, il a surplombé tout. Ouais. Ça, Valérie? C'était puissance aussi. OK. Ouais. Parfait. C'est vrai que le fait d'être en haut de la montagne puis de voir, là, ouais. ça a donné un sentiment de, tu sais, là, c'est comme si tu regardes ce que tu peux avoir fait ou ce que Ouais. tu es en bas, là. Ouais. Tu peux voir aussi, bon, en tout cas, il y a mille et une façons d'utiliser cette visualisation, mais c'est par l'image, déjà, ça porte les émotions. Donc, tu fais comme revenir l'émotion là-dedans. Surtout pour Linda, si tu l'as senti vraiment fortement. Et là-dedans, ben, tu peux voir le recul que ça peut t'apporter parce que les problèmes que tu as, tu peux les mettre en bas de la montagne puis te dire « Oh, c'est ça mon problème! » Bon, ben, finalement, tu sais. Ouais. Moi, c'est l'accompagnement qui, la sécurité, tout ça, c'est grâce à l'accompagnement que je suis là, OK. L'être supérieur que tu as Oui, senti. oui, vraiment. Un sentiment ça fait du bien. Oui. Oui. Oui, puis il est toujours là, c'est ça. Oui. Ça élimine beaucoup de peur. Oui, vraiment. Ah ben, c'est bon. On a parlé des peurs tantôt. Oui. Oui.
En tout cas, moi, je retiens de ce temps-là, j'ai retenu le rythme de vie. Oui. Je pense que c'est un mot intéressant. Le rythme de vie, ça parle de... C'est large, là, mais ça peut tellement se faire et se vivre de différentes façons. Là. J'aime beaucoup l'image. Vraiment. Ralentir là, sans stopper l'abondance, comme tu disais. Mais je pense qu'en fait, on parle beaucoup d'abondance, mais c'est comme si, en fait, à partir du moment où on a trouvé notre rythme, c'est comme si on dansait avec la vie. Donc, l'abondance, c'est une des choses qui arrivent naturellement sans qu'on se pose vraiment de questions. En tout cas, ce que je vois, c'est que tous les gens vraiment dans l'abondance autour de moi, c'est d'abord des gens qui ne se sont pas posés de questions et qui étaient en lien avec la vie. Et ma mère était une grande femme d'affaires, puis maintenant je la questionne pour comprendre, puis elle m'a dit, j'étais dans ce que je faisais pleinement, je ne me suis jamais posé la question d'avoir des sous autant ou autre, mais c'est comme si en étant pleinement dans ce qu'elle faisait, il y avait comme elle syntonisait une fréquence qui après lui permettait de recevoir autant qu'elle donne. Mon conjoint c'est pareil, il me dit, je fais tellement pleinement qu'est-ce que j'aime que ça arrive. C'est drôle, hein? Mais moi, c'est ça qui m'a touchée comme message quand je l'ai dit. Sinon, c'est traduit dans mes mots, c'est sûr. Oui, mais... L'abondance, c'est vaste, là, tu sais, l'abondance. Il y en a qui vont le voir, l'abondance monétaire, il y en a qui vont le voir au niveau d'être entouré. Tu sais, c'est tellement... Ah oui, mais c'est apprendre à recevoir. C'est recevoir ce que la vie a nous donné. Oui. Mais c'est à tous les temps. Oui, c'est ça. Et merci. Ben, ça me fait vraiment... J'ai adoré. Merci. Si jamais vous avez envie de travailler avec Marie-Ève, moi, je rêve d'aller au Manoir des Augustines avec Marie-Ève. Parle-nous un petit peu des façons qu'on peut travailler avec toi, Marie-Ève. Oui, alors en fait, j'ai refait tout mon cours en ligne pour apprendre à vivre en pleine conscience. Ça, c'est mon cours chouchou qui va ressortir bientôt. Ça fait longtemps que je l'avais créé, mais là, j'ai tout revampé, j'ai fait des vidéos. Puis c'est un cours que j'adore, qui parle autant de méditation pleine conscience que de vivre en pleine conscience, de travailler sur ses émotions. Donc en fait, j'ai regardé l'humain. L'humain, c'est quoi? C'est dépenser des émotions, des comportements. Puis souvent, c'est ça qui va de travers. Vos pensées, votre travers, nos émotions, votre travers, nos comportements, votre travers. Donc je vous donne en fait toutes les choses qui sont des réponses pleine conscience pour aller mieux du côté de vos pensées, en avoir moins, gérer vos émotions pour les utiliser comme des alliés et non comme des tyrans, puis au niveau des comportements aussi, changer des choses pour que notre vie, finalement, elle soit pas plate, mais elle soit aussi dans le flot de la vie. Tu sais, quand je parlais de danser avec cette vie-là, c'est la pleine conscience et danser dans le flot de la vie-là. Donc, j'adore cette formation parce que ça fait vraiment la synthèse de tout ce que j'ai compris et appris, autant dans mes formations en psychothérapie que mes formations en méditation. Sinon, je travaille beaucoup en 1 à 1, mais là, sur des problématiques qui sont plus de l'ordre du blocage. Donc, moi, j'adore, et c'est pour ça que toutes mes amies conseillères d'orientation me réfèrent leurs clients, c'est que quand quelqu'un a un problème insoluble, moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu sais, je ne veux pas quelqu'un qui se pose une question d'orientation, genre j'hésite entre 2 choix de programme, je ne le prends même pas, tu sais, je le réfère à Julie. Et donc, du coup, une question existentielle, insoluble, on ne peut pas répondre par oui ou par non, on est tiraillé, ça nous cherchait plein de peurs. Moi, je plonge là-dedans avec vous, puis c'est ça qu'on travaille pour aller. C'est même pas trouver une réponse, c'est le comprendre, puis donner un sens, le comprendre, le toucher, c'est ça qui fait qu'on le sublime et qu'on le dépasse au final. Mais les questions existentielles, il n'y a jamais de réponse, vraiment. Mais c'est vraiment le faire. Sinon, j'ai mes formations de formateur pour devenir professeur de méditation. Puis j'en ai la moitié de mes groupes qui généralement le prennent dans des objectifs personnels. Tu sais, quand quelqu'un veut quelque chose, les gens exigeants qui veulent un programme haut de gamme, ils se disent, plutôt que de juste apprendre la méditation, je vais me prendre une formation de formateur. Comme ça, je sais que je vais tout apprendre dessus. Donc, ça ressemble à ça. Wow! Super. Est-ce qu'on va pouvoir avoir les liens pour... Oui, dans le groupe, quand je vais quand vous allez sur la page d'accueil, dans ce que j'ai appelé la boîte à calme, il y a le lien des experts. Marie-Ève va être là avec son site web, sa page Facebook. Un podcast aussi, je pense que ça. Oui, il y en a 2. Oui, je suis allée googler ça. C'est Tania Boucher qui m'a parlé de toi. On parlait des podcasts francophones. Il n'y en a pas beaucoup présentement. Tu as dit, va voir Marie-Ève. OK. Oui, c'est ça. Mais j'adore m'exprimer de plusieurs façons. Tu sais, quand on parle de créativité, c'est ça. Puis, je trouve que c'est bien intime comme ça. Puis moi, j'adore la radio. J'ai pas de télé. OK. Puis,
C'est intime. L'audio est intime. Oui, tout à fait. Tu devrais t'y mettre, Valérie. C'est fabuleux, ça. Oui. Je sais, Tania Boucher n'arrête pas de me harceler pour que j'enregistre des méditations. Je te dis, c'est rendu du harcèlement. Quand est-ce que je vais les avoir? Quand est-ce que je vais les avoir? Ça va venir. C'est ça. Oui. Ouais. Moi, je vais devoir vous quitter. Oui, Linda, merci. Tout à l'heure. Puis, de toute façon, je vais aller le réécouter quand tu vas le mettre en différé parce que là, je vais pouvoir prendre des notes parce que là, dans ma voiture, c'est pas évident. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, d'arriver aussi à découvrir son rythme personnel. Effectivement, pour moi, ça va être quelque chose qui va m'aider beaucoup. Parce que des fois, j'ai tendance à vouloir faire, pas nécessairement comme les autres, mais tu sais, de vouloir essayer une méthode qui n'est pas vraiment à moi. Mais puis ça va justement m'aider à me sentir moins coupable dans tout ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, Linda. Oui, puis je vais aller écouter en différé pour prendre des notes puis tout ça. Puis je vais pouvoir aller écouter la fin de la vidéo. Fait que à la prochaine. Merci, Linda. Bon après-midi. Bye bye. Bye. Bonne fin de semaine. J'ai la misère à quitter. Bon, je vais l'avoir. Je suis pas capable de te jeter dehors. Super. Avez-vous d'autres questions, les filles? Ou Marie-Ève, avais-tu autre chose à ajouter? Ben, en fait, j'ai vraiment adoré mon moment, vraiment. Merci. Merci à vous. C'était chouette comme tout. Puis, On est choyés. Oui, merci beaucoup. Beau cadeau ce midi. Oui, vraiment. J'étais vraiment contente quand elle a dit oui. Vraiment. Puis, parfait. comme si on apprenait aussi à se connaître un peu plus parce que dans le type de rapport qu'on a dans le Codev, c'est une autre façon qu'on exprime. Oui. Bonne continuité. Alors, à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci. Fait que je vais juste arrêter l'enregistrement pour